Bah écoutez, moi si ça vous va, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées. Bonjour à tous déjà. Si ça vous va, je vous propose qu'on commence. Oui. Bonjour à tous. Bonsoir à tous et merci beaucoup de nous retrouver sur ce webinaire sur le thème de toutes ces questions qu'on n'ose pas vraiment poser, qu'on ne peut pas vraiment poser à son médecin, notamment quand on vit avec un cancer, notamment quand c'est un cancer du poumon. Et voilà, pour parler de ce sujet, je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec Laure Guéroux. Laure Guéroux, patiente en rémission d'un cancer du sein et également fondatrice de l'association Patients en réseau et notamment Mon réseau cancer du poumon. Bonsoir. Bonsoir Laure, merci beaucoup d'être avec nous. Je pense que ce sera très intéressant d'avoir votre retour d'expérience à la fois en tant que patiente et aussi en tant que fondatrice d'une association. Je pense que ça pourra aider beaucoup de monde. Et pour parler de tous ces sujets, je suis aussi ravie de vous accueillir, Monsieur Giacomo Di Falco, psycho-oncologue. Vous accueillez vous accompagnez des personnes qui vivent avec le cancer au quotidien. Oui, et je les accueille aussi d'ailleurs. Exactement. Et donc, je vais me présenter aussi rapidement. Moi, je m'appelle Soraya. Je m'occupe de la communication de Vic Poumon. C'est une application qui est là pour aider les personnes qui vivent avec le cancer du poumon et aussi leurs proches. Voilà, c'est une application gratuite. Et je tiens, juste avant de commencer le webinaire, je tiens à remercier énormément les patients et les patientes qui m'ont aidé à préparer ce webinaire, qui m'ont envoyé leurs questions à l'avance. Et pour certains d'entre eux et d'entre elles aussi qui ont même accepté de partager leur témoignage sur Vic Poumon. Donc, un grand merci. Voilà, je sais que certaines d'entre elles sont là et nous regardent ce soir et ça me touche beaucoup d'avoir organisé tout ça avec elles. Voilà, donc sachez en tout cas qu'il y aura un temps pour les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous avez même besoin de vous exprimer, vous pourrez le faire. Alors, vous pouvez le faire dans le chat ici et puis vous pourrez le faire aussi directement avec nos invités à la fin du webinaire. Je crois qu'on est prêt. On va aborder la première question qu'on m'a remontée. Donc, c'est par là que tout commence. C'est la question de l'annonce. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on nous annonce un cancer? Et là, en particulier, un cancer du poumon. Donc, je me souviens qu'une des personnes, un des proches que j'ai interviewé, il m'a dit que voilà, il s'attendait à ce que ce soit un cancer. C'est quelque chose qu'il voyait venir. Et ils avaient fait des recherches et il m'a dit, on espérait juste que ce soit pas celui-là. Je vais commencer par vous donner la parole. Laure, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce témoignage? Vous êtes patiente, donc vous êtes passée par là, et en plus, donc vous êtes la fondatrice de Mon réseau cancer du poumon, donc vous êtes avec beaucoup de patients qui passent par là. C'est quoi la particularité du cancer du poumon et de l'annonce à ce moment-là? Alors effectivement, je crois sincèrement que le cancer du poumon, c'est un cancer qui est très très différent des autres, et ça s'explique pour moi par pas mal. Enfin, pour moi, c'est d'ailleurs partagé par à la fois beaucoup de médecins et beaucoup de patients. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, il faut quand même rappeler que le cancer du poumon, c'est un cancer qui touche beaucoup de monde. Mais qui dans le fond est difficile à diagnostiquer et qui a tendance à être diagnostiqué tard. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de nerf de la douleur ou de la sensation dans ses poumons. Donc, ce qu'on ne sait pas forcément très bien, c'est qu'on peut avoir une maladie qui s'est installée dans le poumon et qui se développe, et pendant très longtemps, on ne voit rien, on ne sent rien. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas forcément toussé ou autre, et qui se retrouvent un jour avec une douleur dans le bras, dans la nuque, un problème de jambes ou voilà, d'équilibre, enfin des choses comme ça. Et en fait, on peut, et malheureusement, c'est la majorité des patients qui ont un cancer du poumon qui sont diagnostiqués avec ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire quand le cancer du poumon est parti ailleurs. Et ça, je crois que c'est très important que tout le monde le sache. C'est-à-dire que le cancer du poumon, bien sûr, on imagine qu'on va énormément tousser, cracher du sang ou des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout forcément le cas. Et donc, il faut absolument qu'on profite
des moments comme ce soir pour rappeler ça et pour dire que il y a donc des personnes qui vont avoir des symptômes, mais d'autres pas forcément, et qui vont être diagnostiquées parfois au détour d'un autre examen ou d'une autre maladie. Ensuite, comme vous le savez, le cancer du poumon, le premier facteur de risque du cancer du poumon, c'est le tabac. Et puis, tous ceux qui fument depuis un certain nombre d'années ont vu se transformer les paquets où il y a quand même marqué partout que c'est pas bon pour la santé. Donc, on a beau le savoir, il n'empêche que ça crée une grande différence parce que quand on a été fumeur ou qu'on est fumeur et qu'on découvre cette maladie, il y a un sentiment de culpabilité qui est quand même là et qui est très embêtant, en fait, ne serait-ce que pour pouvoir trouver du soutien autour de soi. Parce que peut-être qu'on n'aurait pas dû fumer, mais dans la pratique, on est quelqu'un de malade, on est quelqu'un qui a besoin de soins, on est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné et soutenu. Donc ça, c'est une des grandes différences. Et puis du coup, il faut aussi rappeler qu'il y a des patients qui ont des cancers des poumons et qui n'ont jamais fumé, ou qui ont très très peu fumé, ou qui ont arrêté il y a très très longtemps. Et donc, il y a d'autres causes, et parfois il n'y a pas de cause. Donc, il y a des recherches là-dessus, sur est-ce qu'il y a des prédéterminants plutôt génétiques, est-ce que les femmes sont plus fragiles, plus sensibles à certaines substances ou autres qui pourraient engendrer le cancer. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que même quand on n'est pas fumeur, il faut être vigilant sur la santé de ses poumons et il faut consulter s'il y a quelque chose de bizarre parce que du coup, on peut quand même être touché par cette maladie. Et alors là, c'est au contraire la grande injustice parce qu'on dit mais c'est pas normal. Moi, je faisais du sport, je mangeais bio. Enfin bref, je fumais pas particulièrement ou pas du tout. Et du coup, ça crée vraiment aussi une autre onde de choc, d'incompréhension sur ce diagnostic. Merci beaucoup, Laure. Oui, donc effectivement, donc vraiment un cancer qui sort de nulle part, on s'y attend pas. Pareil, une de mes patientes donc disait qu'elle avait couru 10 kilomètres. Et effectivement, ça ne concerne pas forcément que les fumeurs. Il y a des cas où, comme vous l'avez dit, c'est important de le dire aussi, on est jeune, voilà. On a Alexandra qui est ici et justement qui commente, très jeune. Donc là, cette fois-ci, je vais m'adresser à vous, Giacomo. Voilà, quand on a une annonce pareille qui sort un peu de nulle part, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire en fait pour digérer d'abord la nouvelle soi-même et ensuite peut-être pour pouvoir la communiquer à nos proches? Est-ce qu'il y a des petits conseils que vous voulez partager? Un moment comme celui de l'annonce, c'est forcément un moment qui va créer une rupture dans le continuum de la vie. C'est-à-dire que vous savez, on est tous pareils, on a des projets, on a des choses à faire. Pour beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup de choses à faire. Et d'un seul coup, il se passe ça. Et tout ça semble tomber à l'eau. Et on se dit, mais est-ce que je peux encore faire des projets? Puisque le mot cancer, on le sait tous, on ne va pas se le cacher, le mot cancer fait tout de suite penser à la mort. Donc, ça peut faire très, très peur. Et c'est la grande majorité des patients que je rencontre, il faut laisser passer quelques semaines après l'annonce parce qu'il y a vraiment cet état de sidération qui est présent. Si vous vous sentez un peu sonné, même voire beaucoup sonné, et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des oublis, ça se traduit par vous oubliez vos clés, vous oubliez ci, vous oubliez ça, parce que votre esprit est constamment préoccupé par ce qui s'est passé là lors de l'annonce. Pendant quelques semaines, c'est tout à fait naturel. Il faut laisser le temps à l'esprit quand même de digérer cette chose-là. On ne peut pas tout accepter comme ça sur un claquement de doigts. Et puis, il y a aussi les conditions de l'annonce. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont très, très bien formés pour annoncer ce genre de choses. Et puis, parfois, il y a certains patients qui se retrouvent avec des gens qui sont moins bien formés et pour qui ça se passe moins bien. Et ça peut avoir des répercussions sur la suite, notamment sur l'état psychologique qui sera important tout au long du parcours de soins, parce qu'en fait, on va être amené à travailler avec son corps et son esprit, je dirais, puisque il y a cette histoire de combat contre la maladie, vous savez, mais comme vous le disiez, Soraya, et vous aussi, Laure,
on ne sait pas exactement contre quoi on se bat, quoi, puisqu'en fait, parfois, on ne sent pas particulièrement de douleur, c'est une maladie qui ne se voit pas, donc on nous dit qu'on est malade et on commence des cures de chimio, mais on ne sait pas exactement ce qu'on est venu combattre. Et comme je dis souvent à mes patients, c'est pour ça qu'ils mettent des psys à l'hôpital, parce que souvent, le combat, ça va beaucoup se passer là-dedans, dans la tête. C'est-à-dire qu'une fois passé cet état de sidération qui est relié à l'annonce, comment on va se reconstruire et comment on va comprendre que, bien sûr, qu'il faut encore faire des projets et que, bien sûr, qu'il faut embrasser la vie et non la mort parce qu'elle est juste associée à un mot qui est le mot cancer. Je dirais que l'or en est le parfait exemple vivant. Et moi-même, je vois beaucoup de patients qui comprennent ça à un moment donné. Le tout, c'est de vraiment essayer d'aller chercher les ressources. Alors, avec de l'aide, accepter les mains tendues, c'est tout un art. Ça peut être le psy, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une sophrologue, ça peut être, pourquoi pas, des séances de méditation. Enfin, chacun va trouver quelque chose qui lui est propre et qui fonctionne bien avec lui pour pouvoir sortir de cet état de sidération et pouvoir se réinstaller dans la vie, parce que la vie continue après l'annonce, bien sûr. Et alors, j'ai quelques petites notes par rapport à ce que vous disiez. Et il y a aussi cette histoire de culpabilité. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Laure, chez le fumeur, il y a de la culpabilité, mais chez le non-fumeur, et en ce moment, j'en profite pour passer le message qu'il y a un peu une campagne d'information sur le tabagisme passif, parce qu'il y a de très gros dégâts aussi qui sont liés au tabagisme passif, et que s'il y a des lois maintenant pour pouvoir se protéger de la fumée des autres, eh bien, il ne faut pas avoir honte de le rappeler aux gens qui fument à côté de vous, ou voilà, enfin, qu'à un moment donné, vous n'êtes pas là pour recevoir je crois, 60 substances toxiques qui sont dans la fumée de cigarette. Bon, je trouve ça un peu agressif, donc il faut peut-être que dans notre culture, il faut commencer à pouvoir, avec bienveillance, mais expliquer aux personnes qui fument dans notre entourage qu'elles peuvent fumer si c'est leur choix, mais que si vous avez décidé de ne pas fumer, eh bien qu'elles respectent aussi ce choix-là. Je crois que c'est important. Oui, Moi, j'avais envie d'apporter aussi une réflexion qui vient en résonance avec aussi pas mal de témoignages ou de choses que j'ai pu échanger avec des patients de mon réseau cancer du poumon. C'est que finalement, l'annonce, c'est évidemment un moment extrêmement difficile, mais qui fait aussi, j'allais dire, écho à tout un parcours diagnostique, en fait. Et sincèrement, c'est compliqué parce que souvent, on a plusieurs rendez-vous et puis il y a des examens qu'on ne connaît pas, où on se demande un peu comment ça se passe, etc. Et souvent, c'est une période où les patients sont assez seuls face à ces examens. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on va vous dire vous avez un cancer du poumon, mais il va y avoir éventuellement un temps assez important avant qu'on commence vraiment les traitements, parce qu'il y a beaucoup de caractérisation des cancers, parce qu'il y a plein de formes différentes. Et du coup, je pense que c'est intéressant enfin, moi, je voulais demander à Giacomo, est-ce que vous, en tant que psychologue, vous pouvez intervenir aussi très très vite dans ce temps où on nous a dit qu'on avait un cancer du poumon, mais on ne sait pas encore comment on va le soigner, parce qu'on attend les résultats des biopsies, de tous ces tests qui sont en train de dire c'est lequel en fait. Ça peut durer quand même plusieurs semaines et c'est une période qui est très compliquée. Donc, est-ce que vous avez des choses vraiment pour cette période-là qui est rude à traverser pour les personnes? C'est exactement ça. Alors, je crois que c'est vraiment la période la pire, parce qu'en fait, on nous balance ça comme une claque. Je vois dans les commentaires qu'on a sur le côté, Stéphanie qui dit c'est une grosse claque. C'est vrai que c'est une grosse claque. Et pendant cette période où on nous balance ça et on n'a pas justement de projet de traitement et de choses comme ça, alors là, c'est un point d'interrogation immense qui s'installe dans notre vie. Et là, c'est la période, je crois, où chaque semaine dure 3 semaines. C'est-à-dire que, et parfois, alors je l'explique aux médecins et j'invite les patients à le rappeler à leurs médecins qui sont prêts à l'entendre, je crois, que le temps pour eux n'est pas le même que pour les personnes qui leur donnent des résultats d'examen. C'est-à-dire qu'un jour en vaut 3 pour les personnes qui attendent des résultats, ça c'est évident. Donc, moi, dans cette période-là,
Oui, je peux accompagner, évidemment. Il n'y a pas de recette miracle. Je crois que c'est le moment le plus intense de l'épreuve. Parce qu'après, à partir du moment où il y a un projet de traitement et qu'on sait qu'on prend une part active dans le traitement, il y a quand même quelque chose, un revirement qui se fait dans l'esprit. Et là, on sait qu'on devient acteur du soin. Mais cette période-là, en effet, c'est la plus délicate. Alors, il n'y a pas de truc, mais c'est quand même la période où on a besoin le plus possible d'être entouré. Je me souviens que Laure, vous aviez dit que vous aviez attendu vous-même d'être au clair avec cette idée-là avant de le communiquer avec vos proches. Et c'est très juste. Et en même temps, c'est vrai que si on peut le faire quand même, pour pouvoir appeler un peu cet entourage, si vous le sentez bienveillant, à vous aider et à communiquer ce que vous pouvez communiquer, ce que vous sentez prêt à communiquer, ça, c'est quand même toutes des choses qui vont aider dans cette phase-là, qui ne durera qu'un temps, il faut le savoir. Et ça, je tiens à le souligner pour essayer de réinviter l'espoir dans cette équation-là. Parce que cette chose-là, en fait, au bout d'un moment, ça s'arrête et il y a le traitement qui commence. Et là, tout change dans l'esprit parce qu'on est acteur. Vous voyez ? Et puis, c'est complètement vrai ce que vous dites, Giacomo. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est peut-être aussi de se tourner assez vite, notamment pour les patients touchés par un cancer du poumon, vers les quelques associations, réseaux, Vic Poumon, etc., pour trouver de l'info. Mais aussi partager, parce qu'on voit bien, ne serait-ce que dans le chat, cette compréhension très vite qui fait du bien entre les personnes, parce que parfois, on peut avoir aussi des freins à parler de son cancer du poumon. Parfois, les réactions de l'entourage ou des amis ou des collègues peuvent être déroutantes, voire agressives, voire violentes. Et donc, en fait, parfois, on est un peu dans une petite carapace en se disant « Oula, c'est pas si facile de parler de cette maladie et on me renvoie pas que du soutien ». Et je crois que les patients entre eux, ils sont quand même souvent très bienveillants parce qu'ils le savent, ça. Et donc, pour vous donner un exemple, sur mon réseau cancer du poumon, il s'est passé plus d'1 an avant qu'on crée un groupe sur j'arrête de fumer. La question du tabac n'était jamais abordée. L'idée, c'était vraiment pour les gens de se retrouver, d'échanger, etc. C'était pas ça. Enfin, on voulait pas, il n'y avait pas cette envie du tout d'aller sur ce sujet. Et l'autre piste, peut-être qu'on peut donner, c'est que c'est une période où on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont être bousculées dans sa vie, la vie perso, la vie professionnelle, soi-même. Et en fait, ça peut valoir la peine de réfléchir à, bon, alors, comment je vais m'organiser, qui est-ce qui va pouvoir m'aider, réfléchir à qui va pouvoir m'aider. Éventuellement, le médecin va pouvoir dire, tiens, si vous pouvez accéder à une chirurgie ou de toute façon pour votre traitement, ça vaudrait la peine d'arrêter de fumer même maintenant. Donc, comment on peut vous aider pour y arriver, parce que de toute façon, c'est bon pour suivre les traitements, ça facilite les choses. Voilà, donc je crois que c'est aussi des moments où, et souvent les autres patients peuvent aussi encourager à faire à enclencher ces changements éventuels. C'est ça. Juste un dernier mot pour reparler de ceux qui fument versus les non-fumeurs. Je comprends évidemment qu'il y a beaucoup de colère souvent et de sentiments d'injustice chez ceux qui ne fument pas. Mais quoi qu'il arrive, l'enjeu pendant cette période-là, ça va être de chercher toutes les cordes qu'on peut avoir à son arc pour essayer d'apaiser cette colère. Parce que cette colère, finalement, bien, on l'a en nous. Et en fait, ce sentiment d'injustice, il n'y a pas de tribunal à un moment donné qui va nous donner raison sur cette affaire-là. Donc, si on a, alors qu'on soit en colère et qu'on extériorise cette colère et que pourquoi pas, on peut très bien aller casser des choses, pourquoi pas, je veux dire, ça peut être exutoire, mais il y a un moment où il faut vraiment bien prendre conscience que cette colère-là, le boulot, ça va être de l'apaiser. Et de quelque façon que ce soit. Ça peut être la méditation, la sophrologie, comme je disais, ça peut être pourquoi pas un sport, parce qu'en fait on peut faire du sport en ayant un cancer du poumon. Dans certains cas c'est possible, ça dépend quel sport, ça peut être un sport de précision comme le tir à l'arc par exemple, puisque je parlais de corde à son arc. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas le gros du boulot dans ce début, ça va être de pouvoir apaiser la colère de toutes les façons possibles,
afin de pouvoir partir pour des bonnes bases et de travailler à son compte. C'est-à-dire que dans le soin, eh bien, les patients travaillent à leur compte, ils travaillent à se soigner. Et souvent, c'est un job à plein temps, comme je leur dis. Donc, beaucoup de belles choses. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Laure et Giacomo. Si je veux résumer, l'annonce, c'est vraiment, on l'a vu dans les commentaires, c'est une vague. Pour certains, c'est un mur. Pour certains, c'est un tsunami. Ne pas hésiter à prendre le temps pour soi, ce temps de sidération dont vous parliez, Giacomo, pour vraiment digérer. Et ensuite, surtout, à se faire aider, en fait, que ce soit un psychologue, que ce soit une association de patients, que ce soit des proches. Voilà, il y a pas mal d'aides. Et n'hésitez pas, si vous, en tant que patient, patiente, qui nous regardez, vous avez des choses qui vous ont aidé à mieux vivre cette annonce, n'hésitez pas aussi à les partager ici dans le chat. Comme ça, vous pouvez peut-être vous entraider aussi. On va passer à un deuxième thème aussi qui nous a été remonté. C'est le thème de comment on gère cette souffrance, en fait. La souffrance, les traitements. Laure, est-ce qu'il y a des choses, vous, en tant que patiente, d'abord, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir avant, en fait, avant de passer par là? Est-ce qu'il y a des façons de mieux gérer la souffrance? Est-ce que vous avez essayé des choses, comme disait Giacomo, peut-être de la sophrologie, peut-être de la méditation? Est-ce qu'il y a des choses, vous, personnellement, qui vous ont aidé, que vous avez envie de partager et, encore une fois, que vous auriez aimé savoir avant? Alors, moi, mon expérience personnelle, elle n'est pas complètement transposable parce que déjà, j'ai été malade il y a plus de 10 ans et surtout pas du même type de cancer et je pense qu'il y a quand même de fortes différences. Moi, la première chose que j'ai trouvée et que je trouve vraiment aidante, c'est de pouvoir anticiper, se préparer intellectuellement. Ça se passe comment cet examen? Et que quelque part, pouvoir visualiser, ah bah oui, on rentre dans un truc qui ressemble à un tuyau, un machin, ah bah oui, ça fait du bruit, etc. Je trouve que ça apaise une part de l'angoisse que de savoir comment ça se passe, combien de temps ça dure, plutôt que d'être un peu dans l'inconnu. Et un peu dans la même idée, avant une chirurgie, comment se passe cette chirurgie? Alors, pour vous donner un exemple qui n'a pas du tout parlé à nos auditeurs, par exemple, quand on vous enlève le sein, ce qui a été mon cas, finalement, j'ai été surprise, ça ne fait pas si mal que ça. Par contre, ce qui fait un mal de chien, c'est ce qu'on appelle le curage axillaire, c'est-à-dire enlever les ganglions sous le bras. Et donc ça, par exemple, je ne le savais pas. Il y a de nombreuses patientes qui sont un peu interpellées, parce que psychologiquement, on est évidemment effrayé de cette chirurgie. Et pour autant, ce n'est pas celle-là qui fait mal. Et quand je pense aux patients qui accèdent à une chirurgie pour le cancer du poumon, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut enlever la maladie et que ça donne de meilleures chances pour en guérir. Pour autant, ces chirurgies, elles sont compliquées et parfois elles laissent, ça se passe bien, mais on peut vivre avec un seul poumon. Ça c'est impressionnant. En fait, on peut retrouver une activité physique, donc c'est plein d'espoir. Cependant, certains patients peuvent avoir des douleurs très importantes qui restent dans le temps. Et la prise en charge de ces douleurs, elle est essentielle. Et si on ne vous en parle pas, peut-être que vous allez laisser traîner le truc. Et alors là, ça devient extrêmement compliqué de faire disparaître une douleur qui s'est installée. Et Giacomo pourra en parler, mais je crois que la question de la prise en charge de la douleur dans le long cours, c'est vraiment un sujet compliqué. Et là aussi, c'est important de savoir que ça vaut le coup d'en parler tout de suite pour pas que ça s'installe. D'accord, donc se préparer intellectuellement, essayer d'anticiper un maximum ce qui va nous attendre. Donc ça passe par s'informer, vraiment s'informer. Là encore, à mon avis, c'est pas la peine de rester seul parce que il y a des associations, il y a des professionnels de santé. Moi, j'ai une question. En fait, comment on fait, ça c'est pour vous, Giacomo, comment on fait pour anticiper, en fait, justement, ce qui nous attend, la douleur? Comment on fait pour se préparer intellectuellement, comme disait Laure? Laure l'a très très bien dit, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas laisser la douleur s'installer. C'est-à-dire qu'après, on a tous une culture de la douleur qui est différente. Donc, vous savez, il y a les chochottes et il y a les gros durs. Mais tout ça, c'est très vague, finalement, puisqu'on ne sait pas exactement comment souffre une chochotte et comment souffre un gros dur. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est très, très individuel, la douleur. Et ce qui compte, c'est, comme dit Laure très, très bien, hein, et ça, c'est vraiment au cœur de la question, c'est de ne pas laisser la douleur s'installer dans le sens où il faut pouvoir ouvrir le dialogue avec l'équipe médicale qui s'occupe de vous pour les solliciter à apaiser cette douleur. Parce que le problème avec la douleur, c'est qu'elle va systématiquement vous ramener à la réalité de la maladie. Alors que finalement, quand il n'y a pas de douleur, eh bien, c'est là justement qu'on peut s'autoriser à faire des projets. Je vois qu'il y a Alexandra qui court 10 km. Félicitations, parce que moi, j'y arrive pas. et voilà, en fait, peut-être qu'il y a une façon de pouvoir discuter, dialoguer avec l'équipe médicale pour qu'ils comprennent que ce que vous ressentez là, c'est réel, même s'ils n'arrivent pas forcément à l'expliquer médicalement. Et ça, c'est vrai que dans la culture médicale, parfois on a tendance à dire que c'est psychosomatique parce qu'on n'a pas d'explication. Mais moi, j'ai du mal avec cette notion-là de douleur psychosomatique parce que ce que chacun ressent est réel, évidemment, pour lui ou pour elle. Donc, solliciter l'équipe médicale, à leur dire j'ai mal là, j'ai mal là. Vous savez, quand les gens autour de vous vous disent qu'il faut que vous soyez fort, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous parliez de vos douleurs. Et il faut absolument en parler parce que c'est quelque chose qu'il faut gérer étape par étape pour pouvoir trouver des solutions et pas attendre d'avoir une douleur gigantesque qui nous reconnecte systématiquement avec la réalité de la maladie et qui là occupe tout notre esprit, parce que quand vous êtes vraiment dans la douleur, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, oser parler de la douleur, en fait. Vraiment oser parler de la douleur, même si on a une culture à endurer les choses, parce que je sais que ça existe. Vous savez, il y a des gens qui n'osent pas parler de leur douleur, voilà. Il faut y aller. De toute façon, l'équipe médicale est habituée à ça, elle est capable de l'entendre. Et il y a aussi des services particuliers dans certains CHU. À Lille, par exemple, il y a la clinique de la douleur qui ne gère que ça. Et il y a des équipes entières qui sont faites pour trouver des solutions à ces équations-là qui sont compliquées. Et ça marche plutôt bien. Il y a quand même toujours une solution à trouver, au moins une. Alors, sans vouloir rentrer dans parce qu'on ne va pas passer toute la soirée sur la douleur, mais néanmoins, c'est aussi l'occasion de passer quelques petits messages. C'est qu'en fait, il y a la douleur qu'on a tous connue quand on se casse la figure, qu'on s'est fait mal au genou, qu'on se cogne, enfin voilà. Mais il y a aussi des douleurs qu'on découvre parfois et qu'on ne connaissait pas. Type de picotement, brûlure, trucs comme ça. Donc, en fait, parfois, on ne s'alarme pas de ça. Mais en fait, on va dire c'est un autre type de douleur qui ne se soigne pas de la même façon et qui correspond finalement à une atteinte un petit peu des petites terminaisons nerveuses. Alors, ces atteintes, ça peut être lié à une chirurgie ou quand la cicatrisation se fait, mais ça peut être aussi lié à certains médicaments. Et comme on ne connaît pas forcément ces douleurs, on n'en parle pas forcément. On se dit, tiens, ça me picote, ça me rougeoie, ça machin. Mais si on laisse le truc s'installer, ça peut être compliqué de revenir en arrière sur ces douleurs qu'on appelle neuropathiques. Et là, c'est pareil, je crois que c'est très important d'en parler, tout simplement parce qu'il y a des choses à faire et que si on les fait vite, ça marche. Si on ne les fait pas, c'est plus compliqué. Alors là, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Mais il y a toujours de l'espoir, il y a du progrès dans tout. Là, j'ai une question de Martine, justement, que je trouve très, très intéressante. C'est vrai qu'on a en fait le soutien d'un psycho-oncologue. Comment on y accède? Comment on trouve un psycho-oncologue? Comment on peut avoir accès à ce soutien? Est-ce que c'est quelque chose qui va de soi quand on arrive à l'hôpital? Giacomo, je pense que cette question est pour vous. Écoutez, il y a 15 ans, c'était assez nouveau. Ça l'est de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de postes de psycho-oncologues parce qu'on commence enfin quand même à comprendre que les gens ont un esprit et qu'ils peuvent avoir des souffrances psychologiques qui sont liées à leur maladie. Donc en fait, j'observe que dans les différents centres médicaux en France, il y a de plus en plus ce type d'offre qui est proposé, d'autant que maintenant on sait très clairement, c'est-à-dire avec des articles très solides à l'appui, que l'état psychologique d'une personne va être important pour son chemin dans le soin. C'est-à-dire que, vous savez, par exemple, maintenant, l'immunothérapie, par exemple, en pneumo-oncologie, ça offre de très, très belles pistes et on sait que ça a trait, bien sûr, au système immunitaire. Bon, si la personne fait une dépression parce que elle n'est pas bien suivie, parce qu'elle ne peut pas exprimer ses ressentis, etc.,
eh bien, ça va avoir des répercussions sur son système immunitaire, justement. Et on voit bien là comment le corps et l'esprit sont liés. C'est quelque chose qui est de plus en plus communément admis. C'est encore un petit peu trop long à mon goût, mais ça avance bien quand même. Et pour ceux qui n'ont pas de psy, par exemple, dans les services dans lesquels ils sont suivis, ils peuvent quand même en faire la demande et exprimer ce besoin-là. Et normalement, les services médicaux sont capables de pouvoir rediriger les gens. Et là, je crois qu'il y a vraiment un rôle à jouer des associations de patients en général. Il y a eu des grands progrès, par exemple, dans l'annonce, et l'Institut national du cancer préconise justement d'accompagner les patients avec un certain nombre de propositions. Je pense que dans le cancer du poumon, il y a de grandes différences et il n'y a peut-être pas encore complètement cette habitude de se dire, voilà, c'est quelque chose qu'on doit toujours proposer. Après, le patient, il n'a pas forcément besoin du tout, ou il n'a pas forcément envie à ce moment-là. Il faudra éventuellement lui proposer à d'autres étapes, mais au moins de savoir que ça existe. Parce que moi, personnellement, mais je sais que ça peut être le cas d'autres patients, quelle que soit la pathologie, souvent on se dit, bah, j'ai un cancer, c'est pas pour autant que je suis zinzin, j'ai jamais vu de psy, voilà, je suis pas déprimée, c'est juste pas marrant d'avoir un cancer, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, non, mais attends, je suis quand même pas une chiffre molle, je vais y arriver toute seule, enfin, je vais pas aller voir un psy. Et en fait, moi, j'ai découvert dans mon expérience que c'était probablement pas une bonne façon de voir les choses. Le psy, en fait, il va permettre de pouvoir poser ses émotions à soi, mais éventuellement, il va pouvoir permettre aussi d'aider à vos proches de les poser. Moi, par exemple, j'avais des enfants qui étaient jeunes quand je suis tombée malade et ça m'a posé pas mal de questions. Je leur ai parlé de la maladie, etc. Et puis, je me suis rendu compte au bout de plusieurs semaines qu'ils n'allaient pas forcément très bien. Et donc là, moi, je me sentais désemparée parce que, évidemment, je faisais tout ce que je pouvais pour me soigner. Je les aimais très profondément. Voilà. Et je me suis rendu compte que ça suffisait pas. Que eux, ils avaient leurs propres angoisses par rapport à ma maladie et que c'était pas à moi qui pouvais en parler. Et c'est là où je pense qu'il faut pas partir peut-être avec des idées préconçues. On ne sait, voilà, on sait pas forcément ce que c'est un psy. La plupart du temps, on n'en a jamais vu. Et je crois que c'est important qu'on nous aide à comprendre à quoi vous pouvez nous aider, qui peut être pour nous-mêmes et qui peut être aussi finalement dans la façon dont la maladie bouleverse nos vies personnelles et nos vies de famille, par exemple, ou nos vies avec nos proches ou nos collègues. Et ça pose des questions qui peuvent être très dures et où on ne peut pas forcément les résoudre seul. Voilà, c'est encore l'occasion de repasser la parole à Giacomo. C'est vrai, ce que vous dites, Laure. En fait, premièrement, c'est vrai que tout le monde n'a pas besoin de psy, mais il faut vraiment sortir de cette croyance qui date encore du siècle dernier qu'un psy, c'est fait pour les fous. C'est-à-dire que là, le psy, en 2020, on n'est vraiment plus là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on est amené tous à un moment de sa vie, peut-être, à voir un psy, parce qu'à un moment donné, on peut se sentir perdu. C'est un peu comme si on essayait de, je sais pas moi, de se couper les cheveux qui dépassent derrière sans miroir, quoi, si vous voulez. À un moment donné, on a besoin d'un miroir pour faire un pas de côté par rapport à notre propre existence, par rapport à notre propre chemin de vie, etc. Et je dirais, s'il fallait résumer l'action d'un psy, juste une phrase, c'est celle-là, c'est celle d'un miroir. C'est pouvoir aussi voir un petit peu quelle est sa situation, mais qui nous est renvoyée sans jugement par une personne, sans accroche affective non plus, même si j'aime beaucoup mes patients. Mais enfin, comme vous le disiez, Laure, c'est quand même pas pareil avec des enfants. L'amour qu'on échange avec nos proches, ça peut être aussi des fois un frein parce qu'on veut essayer de les protéger, de ne pas les blesser. Et ce qui nous est offert avec un psy, c'est la capacité de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on ne peut pas forcément dire à nos proches. Et cette phase-là est assez importante. Parce qu'il y a vraiment il y a vraiment ça qui se joue. Alors, évidemment qu'on ne part pas pour des séances de psychanalyse pour 10 ans, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est juste essayer de trouver des solutions aux problèmes du quotidien, des choses très pragmatiques, en utilisant un regard extérieur, d'une certaine façon. L'importance d'en parler, l'importance d'être écouté, que ce soit pour les patients ou que ce soit pour les proches aussi, comme vous l'avez dit Laure, comme on le voit en commentaire.
Et c'est vraiment important. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à échanger vos conseils, vos recommandations dans le chat sur comment trouver un bon psycho-oncologue. On en a déjà un là, mais voilà, comment, j'ai l'impression que c'est pas facile pour tout le monde d'avoir accès à ces soins de support. Donc là encore, voilà, une association comme celle de l'Or, Mon Réseau Cancer du Poumon, ça peut peut-être permettre d'être une piste pour, voilà, vous allez, j'imagine, au sein de l'association, aider les personnes à s'orienter vers des bons psychologues. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a, dans ces soutiens psychologiques, il y a d'abord évidemment l'équipe médicale qui soigne les uns et les autres, qui peut orienter, voire qui peut proposer dans le centre du soutien psychologique. Souvent, les centres peuvent aussi avoir des contacts à l'extérieur. Il y a de nombreuses associations de patients qui participent à proposer des séances de soutien psychologique. Parce que la difficulté en ville, c'est que souvent c'est payant. Ouais. Et donc, c'est pas si facile aussi économiquement. Il faut voir que le cancer, c'est quand même toujours une mauvaise nouvelle économique. Donc, il faut vraiment se renseigner et on essaye de faire ce relais aussi sur Mon Réseau Cancer du Poumon, c'est-à-dire de faire connaître le maillage des associations. Je crois qu'il y a la Ligue contre le cancer qui est bien sûr citée dans le chat avec des programmes type APZEO, mais qui ne sont pas forcément disponibles dans tous les comités. Et il y a aussi de nombreuses autres associations locales, souvent, qui vont participer à proposer des soins de support. Il faut noter qu'avec la période qu'on vit actuellement, beaucoup de ces associations ne peuvent pas accueillir, j'allais dire, dans la vraie vie, dans leurs locaux. Néanmoins, elles sont très nombreuses à avoir, j'allais dire, muté leurs propositions vers des propositions digitales, et tout ce qui est, je dirais, accompagnement psychologique se prête quand même à peu près à l'échange en ligne, donc ça peut être aussi une solution. Voilà, il y a, je pense notamment à des associations comme Étincelle qui proposent beaucoup de choses comme ça également. Voilà. On pourra peut-être faire une liste justement des associations, de toutes les associations qui peuvent aider peut-être plus tard, et puis la poster ensemble avec plaisir, sur VIC et sur Mon Réseau Cancer du Poumon. Oui, et puis de toute façon, excusez-moi Soraya, juste une toute petite chose de façon très pragmatique. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à appeler votre mutuelle, parce qu'il y a quelques mutuelles qui commencent à proposer des remboursements de quelques consultations. Et parfois, vous savez, les consultations psy dont je parle là, je vous disais, on n'est pas parti pour des psychanalyses freudiennes qui vont durer 10 ans. Parfois, une seule consultation, ça suffit pour se sortir d'un problème qui prend toute la place dans la vie et qui met un frein à main. Et une seule fois, ça suffit parfois. Donc, il y a des mutuelles qui commencent à rembourser un peu. Donc, renseignez-vous auprès de vos mutuelles, parce qu'on ne sait jamais. D'accord, donc on va faire un petit article sur ça, sur comment trouver un bon psycho-oncologue pour soutenir. Là, si je résume, on a déjà contacté la mutuelle, on ne sait jamais. Bah oui. Demandez aussi à l'hôpital quand même, aussi c'est quand même. Bien sûr. Jamais. Et puis nous, on va préparer une petite liste d'associations qui peuvent aider. Et je me permets aussi de citer le site Mapato, qui est en fait un site que je trouve très très bien fait. En fait, c'est quand on cherche un médecin, un spécialiste dans une certaine maladie, ce sont des spécialistes recommandés par des patients eux-mêmes. Alors, je sais ils sont en train de travailler, il n'y a peut-être pas encore la psycho-oncologie, mais ça va venir en fait. Donc, c'est rester peut-être à l'affût, ça arrive rapidement. Et là, on va passer justement à un autre sujet aussi qui m'a été remonté pareil, par des patients. Et là aussi, bien sûr, le côté émotionnel et le côté soutien est très, très important. C'est la question de la culpabilité d'être malade. Alors là, je cite encore une fois une patiente qui me dit « J'en ai eu marre que les autres subissent le fait que je souffre ». Donc voilà, c'est assez fort, c'est assez puissant. Je ne sais pas, Laure, si vous avez pu ressentir ça quand vous avez été dans ce cas-là, et si oui, comment est-ce que vous avez pu gérer ce sentiment? Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce que vous auriez fait autrement aussi? Alors, très sincèrement, moi, je ne peux pas véritablement dire que j'ai ressenti de la culpabilité, dans le sens où entre guillemets, c'était plutôt pas de chance, on va dire. Mais par contre, j'ai ressenti quand même une certaine culpabilité que le fait d'être malade, c'est la poisse pour tout le monde, quoi. Et donc, on inflige aux autres. Pour vous donner un exemple, mon petit garçon à l'époque, en fait, on venait de déménager, il n'avait pas encore de copains, on était dans un pays étranger, on ne parlait pas cette langue, enfin bref, c'était compliqué déjà pour les enfants d'arriver là.
Et franchement, d'avoir une mère avec sa vieille perruque, son truc, entre guillemets, j'ai bien senti que c'était pas cool d'avoir une mère comme moi à ce moment-là pour faire les premiers pas et se faire des premiers copains. Bon, alors c'était pas très facile à entendre pour moi, mais sincèrement, pour un petit bonhomme de 10 ans, je comprends que c'était quand même pas cool d'avoir une maman dans cet état-là. Donc, il y a une part de ça, et c'est vrai que c'est probablement avec les psychologues qu'on peut désamorcer ce genre de sentiments, de ce genre de choses. Et sinon, sur mon réseau cancer du poumon, je trouve que cette notion de culpabilité, c'est un patient extraordinaire sur ce réseau. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, donc j'en profite pour les saluer parce que je les trouve formidables. Et en fait, certains qui ont de la bouteille, on va dire, parce qu'ils vivent déjà depuis un petit moment avec un cancer du poumon, et ça, c'est chouette. Mais justement, ils ont appris à dire ça sert à rien de se polluer la vie avec ce truc. Parce qu'en fait, ça vous ronge vous-même. C'est un peu comme la jalousie ou les trucs comme ça. En fait, c'est des sentiments qui vont vous abîmer et qui vous empêchent de profiter de la vie. Et en fait, cette vie-là, surtout si elle est comptée quelque part, ça vaut le coup d'en profiter, de la savourer au mieux de ce qui peut être vécu. Et donc, comment est-ce qu'on peut la quitter? Je ne sais pas très bien. Peut-être que Giacomo va pouvoir donner des pistes. Mais en tout cas, pour les patients qui ont réussi à mettre cette culpabilité de côté, ça libère et ça permet de vivre le mieux qu'on peut son présent, quoi. Vous l'avez dit, Laura, la culpabilité, c'est extrêmement toxique. C'est tout un programme en même temps, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous autant qu'on est, on culpabilise assez facilement, déjà, pour X raisons d'ailleurs. Alors, quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, après une annonce où en fait tout notre entourage est OK pour nous aider, mais que nous, on se sent boulé pour eux, parce qu'on a l'impression que voilà, ça leur prend aussi une partie de leur vie, etc. Il y a un très bon levier à ça, c'est-à-dire qu'en fait, chez les personnes qui culpabilisent parce qu'elles ont le sentiment de faire du mal à leurs proches, en fait, le levier, c'est de se dire laissez-leur une chance de vous aider. Parce que vous savez, quand vos proches, quand il y a de l'amour échangé dans une famille, par exemple, ou avec son chéri ou sa chérie, etc., en fait, la culpabilité vient du fait qu'on souvent, on ne laisse pas la chance à l'autre de pouvoir nous montrer combien il nous aime dans une situation d'aide. C'est notre faculté de tout anticiper, vous savez, de toujours tout vouloir prévoir et tout contrôler, qui fait qu'on voudrait penser à leur place. Et on n'est pas dans la tête des autres. On n'est jamais dans la tête des autres. Il faut leur laisser penser ce qu'ils ont envie de penser. Et puis, nous, on a déjà pas mal à faire avec le boulot de se soigner. Et puis, bien s'imaginer que si eux, ils étaient à notre place, peut-être qu'on en ferait autant. C'est-à-dire que eux demandent à ce qu'on les laisse nous aider, et comme nous, on les aiderait s'ils étaient à notre place, quoi. Donc, c'est tout un programme. C'est vrai que c'est vraiment du cas par cas, cette histoire de culpabilité. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est quand même une espèce de résidu de notre éducation, de notre conditionnement à toujours culpabiliser pour tout et pour rien. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les gens qui ne culpabilisent pas du tout d'être en arrêt maladie. parce que je trouve ça, déjà, il y a un step déjà qui est franchi, parce que souvent, on se sent inutile, par exemple. Alors, on dit, ah oui, mais je suis en arrêt maladie, alors je me sens inutile, etc. Et puis, il y a certaines personnes qui me disent, bon, non, moi, je le vis très bien, mon arrêt maladie, je passe plus de temps avec mes enfants, je peux partir en vacances quand je veux. Bon, je respecte ça parce que je trouve que c'est un très bon angle d'attaque du parcours de soins, vous voyez. Et réfléchissez bien à ça, parce que la culpabilité aussi peut venir de cet aspect-là. On n'apporte plus rien à la société, il faudrait absolument qu'on soit productif, il faut absolument qu'on soit toujours performant, toutes ces choses-là qui nous sont, qu'on ingurgite à longueur de temps et qui sont totalement chamboulées par la maladie. Donc, si on arrive à faire la part des choses et à se dire, bon, moi je vis ma vie et puis j'essaie de profiter un max de mes proches, et puis s'ils ont envie de m'aider, s'ils m'aident, c'est qu'ils ont envie de m'aider, quoi, tout simplement. Peut-être que c'est aussi une occasion de leur laisser nous dire qu'ils nous aiment.
C'est super beau, la façon dont vous l'avez formulé, Giacomo. Donc, leur donner l'opportunité de nous montrer combien ils nous aiment, c'est très beau. Bah oui, parce que ça arrive souvent. Ouais. Il y a des problèmes qui soient liés à ces réticences. Mais juste un truc, sincèrement, culturellement, enfin, je sais pas si ça dépend probablement des personnes, mais c'est loin d'être évident quand on est un adulte qui tombe malade, ce qui est quand même enfin, dans le cancer du poumon, c'est toujours des adultes, donc c'est difficile pour un adulte de demander de l'aide. Bien sûr. Et en fait, c'est le premier travail, c'est déjà de reconnaître qu'à un moment donné, on est trop fatigué, qu'on n'y arrive pas, enfin, je sais pas, il y a plein de raisons. Et de se dire, là, en fait, ça changerait tout si je laissais la porte ouverte à demander de l'aide. Et c'est pas si facile que ça. Tout ça vient un petit peu de ce rapport qu'on a, vous savez, à cette image qu'on a de la fragilité qu'on fuit. Parce que, vous savez, ça c'est très répandu finalement comme image. Il faut qu'on soit fort. Voilà. Il faut absolument être fort. Et tout le monde dans notre entourage, avec de très bonnes intentions, nous disent il faut que tu sois fort. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est que d'être fort. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi à aller chercher dans la fragilité, vous voyez. C'est vrai. C'est très, très beau, encore une fois. Et maintenant, je vais lancer un petit challenge parce qu'il nous reste un quart d'heure. Ah, déjà ? Il nous reste un quart d'heure. J'aimerais vraiment qu'on prenne des questions encore à la fin. Et puis, on a encore un thème à aborder. On va essayer de l'aborder rapidement. Et puis, n'hésitez pas, dans les questions, à nous envoyer plein de questions. Si on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui dans ce webinaire, on y répondra sur l'application Vic. Donc, allez-y, envoyez vos questions. On va essayer de faire rapidement donc le dernier thème. C'est le thème quand même important parce qu'on nous pose souvent la question, parce que c'est une question aussi sensible, aussi difficile à aborder avec son médecin. C'est celle du rapport au corps et à la sexualité. Là encore, je vais prendre une citation d'une patiente. Elle m'a dit « J'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus, mais appartenait à la médecine ». Et du coup, ça pouvait être très difficile déjà d'accepter son corps. Et bien sûr, en plus, les rapports. Là, je vais m'adresser peut-être à vous, Giacomo. Comment on fait pour gérer des questions aussi sensibles? Est-ce qu'il y a des façons de se réapproprier son corps? Et pareil, Laure aussi, si vous voulez peut-être compléter. Et ensuite, on pourra passer aux questions du public. La citation que vous utilisez, elle est vraiment édifiante parce que, en effet, il y a un vrai sentiment de dépossession de son propre corps. Vous savez, il y a ce truc du corps médical d'ailleurs. Donc, d'une certaine façon, il y a tellement de confusion à partir de l'annonce qu'à un moment donné, la personne qui est malade, elle va remettre son corps au corps médical. Et puis là, ça y est, c'est parti. Et là, d'un seul coup, on la déplace d'un examen à un autre, d'une cure de chimio à une autre, encore un examen, ensuite un bilan. Et la personne, à un moment donné, elle ne se sent plus être une personne, elle se sent presque être un objet, vous savez, qu'on déplace d'un endroit à un autre. Et ça a des répercussions qui sont très importantes sur la psychologie parce que ce que vous me dites là, ça me parle totalement. Moi, je l'entends très, très souvent. Dans ces cas-là, il faut vraiment, vraiment pas hésiter à communiquer ça avec le corps médical, justement, qui est prêt à l'entendre, qui est formé d'ailleurs pour l'entendre. Et parfois, une des meilleures façons de pouvoir répondre à ça, c'est de faire un break. Parce que quelle que soit l'avancée dans la maladie, c'est aussi important que le traitement d'être OK dans sa tête avec la conduction du traitement. C'est-à-dire que parfois, c'est comme si on prenait un médicament très important pour nous, que de prendre un week-end avec son chéri ou d'aller passer une semaine quelque part avec son chéri ou sa chérie pour se remettre d'aplomb, pour pouvoir continuer, parce que sinon, on va droit dans le mur. Donc, il faut pouvoir reprendre le contrôle un peu quand même sur sa vie et pas avoir l'impression qu'on est un meuble qu'on déplace d'un service à un autre. Ensuite, il y a l'histoire des effets secondaires des traitements aussi, qui font que, évidemment, il y a les sensations qui changent. Puisque les goûts aussi parfois changent, il y a aussi les sensations qui changent, il y a aussi des choses qu'on connaissait de notre propre corps qui sont plus du tout les mêmes. Et il faut parfois un petit peu de temps et un peu de compréhension de la part de l'autre aussi pour pouvoir faire que tout cela évolue, on va dire, harmonieusement, le plus harmonieusement possible en tout cas. Mais encore une fois, ça passe par de la communication, ça passe par essayer de ne pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. Ça, c'est très, très important.
parce que sinon, tôt ou tard, on va mal le vivre. Et on sera descendu un peu plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y a la moindre sensation qui a changé, etc., il faut pouvoir essayer de le communiquer avec son conjoint et aussi avec l'équipe médicale, parce que l'équipe médicale peut aussi avoir des solutions. Par exemple, je pense à ça, il y a des fois des effets secondaires qui sont des problèmes, par exemple, érectiles chez l'homme, ou alors des problèmes de sécheresse vaginale chez la femme. Ça peut arriver. Donc, faire semblant que ça n'existe pas, ça peut évidemment être délétère pour la suite, quoi. Communiquer en toute transparence, prendre un break, encore une fois, ne pas hésiter à en parler. Laure, est-ce que vous voulez ajouter Alors quelque moi, chose? j'avais envie de rebondir sur, je lis beaucoup de choses sur finalement qu'on apprend à être. Déjà, il y a la question de pudeur qu'on laisse au placard parce qu'on voit tellement, on a tellement d'examens, tellement de consultations, on se déshabille tout le temps. Bref, donc ça, c'est vrai que ça joue ce côté-là. Après, moi, ce que je trouve également, c'est que à certaines périodes des traitements, en tout cas, on peut avoir finalement un corps qui est, on pourrait dire, malmené, qu'on vous pique tout le temps, on vous recoue, on vous draine, on vous intube, on vous fait des fibros, des trucs, des machins, bref. Donc, c'est quand même pas agréable. Donc, en fait, il y a peut-être aussi des moments où on est en période un peu de protection. Là, on se met un peu comme un hérisson, toute pique dehors, en disant maintenant, plus personne n'y touche. Voilà. Et donc, Bien sûr. retrouver, voilà, ça, c'est vrai qu'il y a peut-être parler de cette difficulté et échanger enfin, laisser la porte ouverte à peut-être des approches un peu douces ou juste se dire, voilà, je suis vraiment fatiguée, mais un petit câlin, ça serait juste bien, je pose ma tête sur ton épaule, ça suffira pour ce soir. Voilà, parler de ça. Et puis, peut-être ne pas oublier, parler aussi du fait que quelqu'un qui tombe malade, ça peut être aussi très angoissant pour le conjoint, le partenaire. On peut avoir peur que l'autre justement soit trop fatigué, ait mal, n'ait pas envie, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de prudence qui s'installe des deux côtés, on pourrait dire, je pense. Donc ça vaut la peine d'en parler. Et juste sur ce point, il y a eu plusieurs études qui l'ont montré. C'est quand même un peu aux soignants de tendre la main sur ce sujet. C'est-à-dire que souvent, c'est quand même pas les patients, surtout quand on a une maladie grave comme un cancer du poumon, de dire bah voilà, moi j'ai des problèmes de youplaboum et bon, et en fait on n'ose pas trop en parler en premier. Et c'est vrai que c'est important que les soignants tendent la main sur ces sujets parce qu'il y a déjà ça peut faire du bien d'en parler. Ensuite, il peut y avoir des solutions, comme vous le disiez, Giacomo, voilà, dans le dialogue, et puis il y a les psychologues, mais il y a aussi des sexologues, et puis il y a les solutions pratiques, médicamenteuses ou non. Oui, c'est ça peut être une solution médicamenteuse aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important qu'il y a des efforts qui sont faits, mais c'est vrai. Il y a Carole qui dit que souvent, pour le corps médical, la sexualité est vraiment très secondaire. Et c'est vrai que j'ai tendance à la suivre parce que c'est pas quelque chose qui va être spontanément abordé par le corps médical. Alors, c'est vrai que moi, j'invite mes collègues à mettre, comme vous dites, Laure, le sujet sur le tapis. Mais quand c'est pas fait, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore beaucoup aux patients de devoir aborder ce sujet-là et tout le monde n'ose pas forcément le faire parce que c'est un sujet intime. Donc, forcément, on a du mal à parler de ça avec des inconnus. Mais c'est tellement. Moi, je travaille pour dire aux soignants qu'il faut que ce soit eux qui en parlent en premier, ça c'est clair. Mais en attendant que ce travail soit bien fait, c'est vrai que il faut que vous sachiez que les soignants sont capables d'entendre ça et qu'ils ne vont pas vous juger, ils ne vont pas trouver que c'est secondaire, bien au contraire, parce qu'ils sont de plus en plus éduqués à préserver la qualité de vie des gens, parce qu'on comprend de plus en plus dans les services de médecine à quel point c'est hyper important de préserver cette qualité de vie, parce que si on n'a pas de but pour vivre, eh bien, on trouve pas notre corps ne trouve pas les ressources au bout d'un moment. Donc, évoquez ces sujets-là avec eux. N'ayez pas peur, ils ne vont pas vous juger, ils ne vont pas vous dire, vous voyez, ils vont pas avoir de mots déplacés par rapport à ça, parce que eux aussi sont des humains, ils ont aussi une vie sexuelle, et parfois ils ont peut-être du mal à se mettre à leur place de leurs patients. Ça peut arriver encore, mais les choses s'améliorent au fur et à mesure. Et puis, c'était une belle conclusion que vous nous aviez dit aussi dans le webinaire sur le cancer du sein, de continuer à faire des projets
pour gérer le chamboulement et donc le rapport au corps, je pense, est aussi important Bien dans ce sûr. sens-là. C'est la vie, en fait. Bah, c'est la vie, hein, c'est clair. Hein, c'est au sens propre du mot. Voilà, exactement. C'est la vie. Il nous reste quelques minutes. Je propose qu'on prenne, voilà, donc dans le public, n'hésitez pas à poser des questions. Encore une fois, même si on n'a pas beaucoup de temps, on les gardera précieusement et on y répondra dans Vic Poumon. Donc allez-y. Et là, on en a déjà une de Mélissa pour vous, Giacomo. Justement, est-ce que vous avez des conseils pour les proches? C'est vrai que c'est aussi très difficile pour eux et on a d'ailleurs peut-être des proches qui nous regardent. Pour les proches, vous voulez dire dans le cadre d'une annonce de diagnostic, enfin, quand on est proche, évidemment qu'en fait, il y a quelque chose de très important, c'est de considérer que on est dans le même bateau quand on s'aime. C'est-à-dire que dans une famille, il y a une personne qui porte la maladie, mais les autres aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est pour ça que parfois il y a ce sentiment de culpabilité qui se présente. On est tous dans le même bateau. Et alors, la chose, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, mais encore une fois, ce qui va faciliter le parcours, c'est de pouvoir communiquer sans non plus être, entre guillemets, lourdingue, et en faisant des formules toutes faites, en se disant, je vais balancer tout ce que j'ai sur le cœur, comme ça, ce sera bien clair. Chacun est capable d'entendre, et ça, Laure, vous l'aviez très très bien exprimé au dernier webinaire, tout le monde n'est pas prêt au même moment à entendre les informations. Mais quand c'est nos proches, on les connaît un petit peu, et aussi on peut simplement, la meilleure façon de faire, je crois, c'est de répondre à leurs questions. C'est pas forcément d'annoncer les choses comme ça de but en blanc, mais c'est de répondre à leurs questions, même quand on n'a pas de réponse. Il faut savoir qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus importantes que les réponses. Dans le sens où il y a un tas de choses auxquelles on n'a pas de réponse dans la vie en général, je pense. Mais on sait que si un proche nous pose une question, eh bien, ça suggère aussi qu'à un moment donné, il s'en fait pour nous, par exemple. Alors, on peut comprendre et on peut dire, bah tiens, tu t'en fais pour moi. Et là, ça ouvre un dialogue, par exemple, avec un des proches. Donc, alors, il y a aussi un truc très, très important pour les proches, c'est de ne pas, vous savez, ce qui est très pénible pour les proches, c'est le sentiment d'impuissance. Parce qu'eux ne portent pas la maladie et ils voudraient faire tout ce qu'ils peuvent pour aider la personne qui est malade, qui est leur conjoint ou un proche très, très proche. Il faut bien qu'ils gardent en tête que s'ils veulent continuer dans la longueur, il faut aussi qu'ils pensent à eux. Voilà. Parce que s'ils s'épuisent eux-mêmes, le burn-out, c'est pas seulement dans le travail, c'est aussi dans ce genre de situation. S'ils veulent continuer d'aider correctement la personne qu'ils aiment, eh bien, il faut aussi que de temps en temps, eux, ils puissent faire un break, se poser un peu, prendre un peu de temps pour eux, etc. Et ça va leur permettre de continuer dans la longueur et que ça se passe bien. Si ils ne dorment plus la nuit pour être sûr que la personne respire bien, etc., ils vont craquer bien avant la personne malade. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Tout ça, il faut le prendre en considération, il faut être assez vigilant avec ça. Attention au burn-out des aidants. Ouais, ça c'est important. On a fait un post aussi sur Vic Poumon qui justement a très très bien fonctionné. Ça montre vraiment le besoin du côté des proches aussi. Donc n'hésitez pas aussi voilà dans les commentaires à échanger vos conseils en fait sur comment en parler avec les proches. Et peut-être Laure aussi vous voulez rebondir sur ce que Giacomo a dit. Non, bah, je trouve que c'est très juste. Je pense qu'effectivement, c'est très compliqué de fonctionner au début, notamment au moment de l'annonce du diagnostic, parce que ça chamboule donc la personne malade et ses proches, et qu'on ne sait pas très bien comment on va pouvoir continuer à interagir correctement. Et en plus, on s'interprotège de toutes nos peurs. Donc, une fois qu'on est embarqué, on va dire, plus dans la maladie, je pense là aussi que le cancer du poumon, c'est quand même une maladie qui est aussi très difficile pour les proches parce que là aussi, ce n'est pas une maladie dont on parle facilement. C'est une maladie que là aussi, on va avoir tendance peut-être à cacher, on ne pourra pas partager de la même façon parce qu'on a aussi peur de tout ce que ça peut renvoyer. Donc, je crois effectivement que de ne pas hésiter à redonner quelques pistes. Hein. Ce n'est pas des conseils, des pistes de réflexion pour que chacun
en fonction de ses besoins, les attrape, que ce soit les enfants, que ce soit les conjoints. Parfois, ce sont les parents. Là, je vois, il y a quand même de très jeunes patients qui sont là avec nous ce soir, dont les parents sont évidemment souvent extrêmement anxieux de savoir leur enfant malade et donc leurs petits-enfants avec un parent malade. Ça chamboule. Parfois, je pense à une amie du réseau qui disait qu'elle n'avait pas pu le dire elle-même à ses parents, tellement c'était difficile pour elle, cette annonce de cancer du poumon. Donc, je crois qu'il y a effectivement des choses à réfléchir pour donner des pistes d'aide. Mais là aussi, c'est finalement du dialogue, de l'écoute, de se préserver chacun, c'est-à-dire respirer, ne pas s'épuiser, trouver des choses qui nous ressourcent. Là aussi, je voudrais rebondir sur les périodes qu'on traverse tous les uns et les autres avec ces confinements. C'est très dur pour les patients, d'autant que beaucoup d'associations et de structures de soins de support ont dû réduire, voire fermer leurs propositions, et que le tout digital, c'est bien, mais c'est pas la même chose qu'un bon massage ou un bon thé qu'on partage, un gros chocolat chaud. Enfin, bon. Donc, il y a cette convivialité qui manque, et finalement, pour les proches, il y a souvent, c'est un gros travail de soutenir quelqu'un qui est malade, au niveau logistique, voilà, tout ce qu'on fait, entre guillemets, en plus. Et je pense là aussi, on vit une période qui les charge beaucoup. Donc, il faut qu'on soit prudent et attentif les uns aux autres et aussi donc aux patients, mais aussi à leurs aidants. Et il y a des associations d'aidants aussi qui peuvent donner des pistes. Je crois que c'est important peut-être d'aller chercher là aussi. N'hésitez pas. Écoutez, merci beaucoup à vous deux et à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. En guise de conclusion, j'ai une dernière question pour vous, Giacomo, pour vous, Laure, mais aussi pour vous tous qui nous regardez. Moi, je serais curieuse de savoir quels sont les plus grands clichés finalement sur le cancer du poumon. Voilà, les choses qu'on entend toujours et finalement qui sont un peu énervantes et qu'on aimerait bien arrêter de communiquer. Allez-y, lâchez-vous en commentaire et puis. J'ai vu passer quelque chose dans les commentaires tout à l'heure d'une personne qui disait que quelqu'un avait peur de l'attraper. Ah oui, d'accord. C'est vraiment le cliché le plus énorme qu'on puisse imaginer, je crois. Ah bon. Oui, donc ce n'est pas contagieux. Oui, c'est pas contagieux, ça c'est clair. Mais il y a quand même ça qui tourne un peu, vous savez, cette histoire de qu'est-ce qui est contagieux? Est-ce que c'est parce que tout à l'heure vous disiez c'est pas de chance, Laure, parce que c'était votre façon d'aborder moralement la chose. Alors du coup, il y a même des gens qui pensent que fréquenter une personne qui a le cancer, ce serait presque attraper la poisse. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, ça c'est quand même des choses sur lesquelles il faut baisser des voiles quand même. Il faut pouvoir, parce que je vois aussi Fabienne dans les commentaires qui explique qu'elle préfère ne rien dire. Et c'est sans doute pour des raisons comme celle-là aussi. C'est sans doute pour des raisons comme celle-là, parce que ça reste quand même, encore une fois, quelque chose dans les esprits parfois qui semble être un peu comme une maladie honteuse, etc. Alors qu'en fait, c'est juste une maladie. Il n'y a pas d'adjectif particulier à lui apporter, honteux, contagieux, etc. Non, c'est juste une maladie, et c'est une maladie qu'on peut attraper et qu'on peut développer et dont on peut aussi se sortir. J'aimerais bien que dans les années qui viennent, puisqu'on est au XXIe siècle, après tout, on puisse changer vraiment ces images-là qu'on a, qui sont vraiment très, très délétères pour les patients. Alors moi, comme cliché, j'aurais envie de dire, dans les trucs qu'on aurait envie de dire, c'est que, par exemple, on a des seins, les hommes et les femmes, on peut avoir un cancer du sein. On a des poumons, et on peut tous avoir un cancer du poumon. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Et le deuxième grand message, c'est qu'aujourd'hui, on peut vivre, on peut guérir d'un cancer du poumon et on peut vivre longtemps avec un cancer du poumon qu'on traite. Donc il y a vraiment aussi beaucoup d'espoir à partager. Et c'est ça, l'espoir dans le cancer du poumon, c'est nouveau. C'est super beau. Mais oui, et d'ailleurs, vous en êtes encore une fois la preuve vivante, Laure, vous êtes très belle. C'était aussi la conclusion du dernier webinaire, quand même. Je me rappelle très bien. On se rencontre. Voilà. Oui. Vous parliez d'un bon chocolat tout à l'heure, je l'ai noté. Okay. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vous tous d'avoir été avec nous. Merci pour les commentaires. Donc oui, effectivement, Yann, je réponds à Yann qui mettait en commentaire sur les clichés. On ne peut pas vivre avec. Tu vas mourir demain.
Et ben voilà, effectivement, je pense que toutes les personnes qui sont là dans ce chat, et puis vous, Laure, Giacomo, vous nous montrez qu'il y a encore beaucoup d'espoir et ça fait énormément plaisir. Et c'est la fin de ce webinaire, mais c'est pas du tout la fin du soutien. Pour plus d'informations, n'hésitez pas, mon réseau cancer du poumon. Voilà, tous les contacts sont sur Vic Poumon, mais aussi facilement sur Google, j'ai envie de dire. et puis la grande différence avec Google, c'est qu'on est accompagné, que ouais. ce soit avec Vic Poumon ou avec mon réseau cancer du poumon, c'est l'idée de ne pas être non plus tout seul devant son ordinateur, ce qui peut être parfois un petit peu flippant. Et je crois que c'est assez essentiel, c'est un peu le pourquoi de ce soir aussi, c'est que le digital, c'est génial, mais le digital avec des gens derrière, c'est plus sympa. Mais bien sûr, et puis surtout dans mon réseau cancer du poumon, donc c'est quand même des patients qui sont passés par là, donc qui comprennent totalement. Vic Poumon, c'est des professionnels de santé conçus avec des patients aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Nous, en tout cas, Vic Poumon, on est sur Facebook, on est sur Instagram aussi, et puis bien sûr, l'application, elle est complètement gratuite pour les proches et les patients. Donc un grand merci à vous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.